Bonjour à toutes et bonjour à tous. On parlait du Rhône, voilà, on vient sur le Rhône. Alors pas pour la même étude, mais pour une étude qui vise à déterminer les routes de dévalaison des anguilles argentées. En fait, c'est pour comprendre comment des anguilles argentées traversent un aménagement hydroélectrique sur le Rhône. Et l'idée, c'est de faire un bilan après 3 années de suivi. Donc moi, je vais faire une intro sur le contexte, des généralités, puis ensuite je laisserai la main et la scène à Hervé qui déroulera l'essentiel de la présentation. Alors, le contexte, c'est des enjeux forts sur la migration piscicole, aussi bien des enjeux réglementaires que le plan de gestion des poissons migrateurs, que le SDAGE, que les plans de sauvegarde de l'anguille. On a aussi, nous, en tant que concessionnaire du fleuve, puisque donc on est concessionnaire du Rhône de la sortie suisse jusqu'en quasi en Méditerranée. Et donc on a un cahier des charges général, des cahiers des charges spéciaux dans lesquels l'État aussi a fixé des obligations de continuité. Et donc on gère à la fois des ouvrages de franchissement pour la montaison, pour la dévalaison, et on met en œuvre avec les différents partenaires des suivis des continuités. Alors le Rhône, pour vous donner une idée de la question de la continuité, en 2021, on est à 67 ouvrages de franchissement CNR. On peut rajouter d'ailleurs sur le Rhône aussi l'ouvrage de franchissement de Cusset qui est sous la concession EDF. Donc sur la concession CNR, 67 ouvrages. On a à la fois des passes à bassin, des passes rustiques, des rampes à anguilles, des rivières artificielles, des dispositifs de dévalaison sur des petites centrales hydroélectriques. Donc on a celle de Rochemort et de Pouzin qui sont en service. On est en train de construire celle de Valabrègue, dont Philippe Castel, qui était là hier, est le chef de projet. On a 15 écluses de navigation, au travers desquelles les poissons peuvent passer, dont les 3 plus aval, qu'on gère avec des éclusées spécifiques pour les poissons. C'est-à-dire qu'on crée des débits d'attrait pour faire passer spécifiquement les poissons migrateurs dans les écluses. On a aussi des écluses de type Borland, des écluses à poissons, et puis des bus franchissables. Donc ça, c'est l'image de la situation sur le Rhône et sur les confluences qui sont dans notre concession. Et puis, à court terme, on est sur, court terme, moyen terme, sur 11 ouvrages de franchissement supplémentaires dans les années à venir, dont essentiellement au titre de la liste 2. Donc c'est quand même un programme extrêmement important sur lequel on est en train d'avancer. Alors on n'avance pas tout seul, bien évidemment, on avance avec toute une série de partenaires. Alors sur ces ouvrages, je suis désolé, la carto n'est pas très très visible. Les travaux en cours, passe à poisson de Villebois. Donc Villebois, c'est sur le... Si ça marche, je sais pas. Non, pardon, oups. Pas très doué avec ces objets. Villebois, c'est sur le Haut-Rhône. Et on a Valabrègue, tout à l'aval, sur le Bas-Rhône. Non. Arrête de me piquer. Voilà, c'est pour ça. Non, mais laisse tomber. Bon. Ah, voilà. Donc, Villebois, c'est par là. Valabrègue, c'est par là. Donc ça, c'est des ouvrages en cours de construction. La passe à poisson de Villebois, elle a été mise en eau il y a quelques semaines. Le dispositif de vidéocomptage devrait être activé entre je pense la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc on est vraiment sur des finalisations pour Villebois. Valabrègue, les travaux de déviation routière sont en train d'être finis et il y en a encore pour au moins 2 ans, autour de 2 ans de construction. Des travaux à venir, les études sont quasiment bouclées, le dossier d'instruction doit être quasi terminé, le Vieux-Roubion. Et puis on travaille sur des études pour 3 sites supplémentaires. Le seuil des Molottes, donc c'est sur le Haut-Rhône, sur le Vieux-Rhône de Brigny-Cordon, on est en phase de faisabilité. Et 2 passes à poissons sur des ouvrages assez importants, donc sur le seuil de Caluire à l'entrée de Lyon. Une fois que celle-ci sera activée, on aura remis en continuité, on va dire, la confluence Rhône-Saône avec le Haut-Rhône, sachant que EDF a déjà mis en service depuis quelques années la passe à poisson à Jon. Nous, on est en train de mettre en œuvre celle de Villebois. Donc on reconnectera en gros
la confluence Rhône-Saône jusqu'au pied du barrage de Brégnier-Cordon. Donc ça fait un linéaire de quasiment une centaine de kilomètres. Et celle de Beaucaire est sur le seuil de Beaucaire sur le Vieux-Rhône, donc tout à l'aval. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment des actions de décloisonnement très importantes qui sont en cours. Pardon. Donc, 95-2009, au titre des grands migrateurs, la limite la limite géographique pour l'Erdre était ici. 2016-2021, on est remonté, on est quasiment à la confluence de la Drôme. Et puis le Plagépomie 2022-2026 va peut-être fixer, là je ne suis pas le plus grand spécialiste du Plagépomie, j'ai mon collègue Thomas Paulin qui est là, qui lui y participe. Donc les zones prioritaires sont en train de remonter et les migrateurs remontent aussi. En termes de suivi des continuités, actuellement, on a un suivi de la passe à poissons actuelle de Donzère, donc une passe à poissons qui a été construite dans les années 50, avec vidéocomptage RFID. Donc là, on travaille CNR, CIMA Bio, MRM, Pêcheur Pro. Suivi de la passe à poissons de Sauveterre avec de la vidéo. Donc là, la passe est en maintenance, donc elle est arrêtée. On a une pêche de sauvetage, enfin une vérification s'il y avait du poisson dans la passe au moment de la fermeture. Il n'y en avait pas, c'est une bonne chose. Normalement, elle est remise en service à partir de la fin du mois. On a des suivis, là c'est plutôt MRM qui travaille là-dessus, sur les aloses. Suivi des passe-pièges anguillettes sur nos 3 ouvrages les plus aval. Donc là c'est pareil, CNR avec MRM. Et puis, enfin, ce magnifique suivi en cours depuis 3 ans, de la dévalaison des anguilles argentées, alors notamment avec l'INRAE, avec MRM, avec les pêcheurs pro, avec l'OFB, avec les FEDE. Donc c'est vraiment un projet très collaboratif. En gros, dans les années 2010, on a injecté des anguilles directement dans les turbines pour vérifier les taux d'échappement et les taux de mortalité. C'était dans les turbines de Beaucaire, on était à 6-7% de mortalité. On était très loin, bien en dessous des chiffres théoriques des modèles qui donnaient autour de 20-30%. La question, c'est ce pourcentage de mortalité, à combien d'anguilles on l'applique? Est-ce que toutes les anguilles qui dévalent passent par la turbine ou est-ce qu'il y en a qui passent par nos autres voies de passage? Puisque un aménagement CNR type, c'est une retenue, un barrage avec un débit réservé, un canal d'amener, une usine hydroélectrique. En général, on a un clapet déversoir et une écluse. Donc la question, c'est est-ce que toutes les anguilles qui dévalent passent par là? Combien passent par le barrage? Combien passent par l'écluse? Comment est-ce que les facteurs hydrauliques et comportementaux influent? Voilà. Donc on est sur un secteur de grande dimension, un Rhône qui va faire entre 200 et 500 mètres de large, des débits, des vitesses importantes. Donc il fallait travailler sur cette compréhension. Et donc c'est ce qu'on a mis en place sur l'aménagement de Cadrousse, qui présente l'intérêt d'être tout de suite en aval du Vieux-Rhône de Donzère, qui est, j'allais dire, le secteur pour l'instant où il y a le plus de connexion. C'est la limite amont du secteur grand migrateur. On est tout de suite à l'aval de la confluence de l'Ardèche. Donc c'est vraiment le secteur qui commence à être le plus important pour les grands migrateurs. Et je pense que j'en ai terminé avec ce que je voulais vous dire. À toi. Merci, monsieur le directeur. Non, pas encore. C'est chaud. Bon, merci Franck. Donc je vais enchaîner directement. Alors la présentation de l'aménagement a déjà été faite par Franck. Donc juste préciser les PK. Donc le barrage de dérivation se situe donc pour l'aménagement de Cadrousse autour du PK 213. Donc là c'est pas 220, c'est 218. Donc quelque chose d'assez court sur 5 km. Et donc, à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est en 2012, Marc Wilbert-Blatt était venu vers moi pour me poser la question, est-ce que tu es capable de répondre à la question qu'on se pose, à savoir par où passent les anguilles à travers l'aménagement? Et j'ai dit oui. Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas, c'était une belle aventure. Donc ça a commencé il y a longtemps, mais la manip s'est faite plutôt récemment. Donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. En termes de résultats, donc c'est des résultats qui sont pour les derniers relativement frais, mais on va se lancer quand même. Donc pour répondre à la question, il y avait plusieurs objectifs fondamentaux pour nous.
Le premier, c'était de trouver un système qui nous permettait de détecter ces passages. Et donc pour ça, on a mis en place un système qu'on avait déjà utilisé sur le Rhône à l'amont, donc de télémétrie acoustique. Je vais vous décrire après de quoi il s'agit, mais l'idée, c'était de détecter en permanence un passage potentiel d'une anguille à travers l'aménagement, donc avec un choix stratégique des positionnements. Et puis l'autre volonté forte qu'on avait, c'était vraiment de capturer et de marquer des anguilles locales, c'est-à-dire pêcher sur le site en amont de l'aménagement de Caderousse pour qu'elles aient un comportement le plus naturel possible. Et puis on avait aussi dans l'idée de les marquer avant ce que d'autres ont montré avant moi, en termes de, comme Charlie ou Niels, sur l'effet des augmentations de débit. On voulait faire ces marquages en amont de ces variations environnementales pour pouvoir suivre vraiment le déclenchement de la dévalaison et la dévalaison à travers l'aménagement directement. Et puis on a rajouté à ces deux objectifs principaux un troisième qui était de faire des suivis plus actifs, c'est-à-dire rechercher les individus qui étaient marqués, mais qu'on n'avait pas détectés sur l'aménagement. Donc voilà, c'est avec ces idées-là qu'on est parti. Alors le bilan matériel, on a installé 6 portes de détection avec 11 détecteurs, et donc tout de suite je vais vous passer en revue donc, leur localisation. Donc là c'est une schématisation de l'aménagement de Caderousse. On retrouve l'usine ici, donc on avait mis un détecteur dans l'écluse. Un hydrophone suffisait à cet endroit-là. Donc un détecteur, je reviendrai après, mais c'est un ensemble d'éléments qui permettent d'écouter le son du milieu, donc ce qu'on appelle un hydrophone. Et puis un élément, un enregistreur qui enregistre tous les sons détectés par l'hydrophone. On en a mis un sur le déversoir, j'y reviendrai parce que c'est pas la chose la plus simple de toute l'histoire. Ensuite, on avait des portes de détection. Quand je dis une porte, c'était vraiment dans l'idée de savoir s'il y a une anguille qui passe à travers, qu'on soit à peu près sûr de la détecter. Donc on avait mis un détecteur de chaque côté du Rhône, à l'aval du canal de fuite, à l'aval du Rhône court-circuité et à l'aval de la restitution pour valider finalement les passages soit de l'usine, soit du RCC et voir si les anguilles continuaient à dévaler. Et tant qu'à continuer à dévaler, on avait eu l'idée à l'époque de rajouter une porte de détection en Arles comme proxy pour nous de l'atteinte de la mer Méditerranée pour les anguilles qui dévalaient depuis Caderousse. Donc on avait fait une porte complète sur le Grand Rhône et puis une porte d'un détecteur sur le Petit Rhône à Fourques. Juste pour info, Arles, ça se situe à peu près à 62 km à l'aval de Caderousse. Et il y a 2 aménagements, donc Avignon et Beaucaire, entre les deux. Donc un détecteur, ce que je disais tout à l'heure, c'est un hydrophone qui est émergé en permanence, qui écoute en permanence le milieu, relié à un enregistreur ici donc par un câble, et puis cet enregistreur lui est relié à une carte SIM qui nous envoie chaque jour les données à Lyon, sachant que l'ensemble est alimenté électriquement soit par des systèmes autonomes, soit par l'électricité de ville comme en Arles, ce qui n'est pas forcément le mieux, on y reviendra. Donc en termes de bilan de marquage, je vous rappelle, les anguilles, on les cherchait, elles n'étaient pas amenées directement, donc on les cherchait je vais vous le décrire après, mais donc c'est 84 anguilles marquées en 2018, 91 en 2019 et 59 en 2020, donc un total de 234, qui venaient principalement donc, de ce que j'ai appelé la zone de marquage. Donc vous voyez, on a fait nos marquages au PK 200.4, donc à peu près 13 km en amont de l'aménagement de Caderousse, et en fait c'était à l'aval de l'aménagement en gros de Donzère-Mondragon. Et donc on pêchait dans un premier temps les individus sur ce secteur-là, avec une technique de pêche électrique, donc classique, et une aide de M. Fontaine, le pêcheur professionnel, avec des verveux. Et au cours des années des échantillonnages, on a été obligé d'élargir la zone du fait d'une décroissance du nombre d'individus marquables donc, dans la zone. On a commencé par essayer de prendre des individus sur l'aménagement supérieur, donc entre Viviers et Montélimar. Et puis on a également tordu un peu la règle qu'on s'était fixée au départ, c'est-à-dire qu'on a quand même essayé d'utiliser des individus transloqués qui venaient des baux de pêche de M. Fontaine donc, sur le sud. Donc ça concerne une vingtaine d'individus, mais j'y reviendrai aussi. En termes de marquage, on voulait marquer donc avant les événements environnementaux déclencheurs. Donc c'était des marquages qui avaient lieu fin août, début septembre. Et on a rajouté une journée de marquage en 2018 et une en 2019, en novembre. Je vous expliquerai aussi pourquoi un peu plus tard. Sur l'aspect marquage, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez classique, en tout cas, non pas simple, pardon, classique, on va dire, avec une unité de stabulation, et on voulait là aussi que les individus soient le moins stabulés possible, donc aussitôt pêchés, aussitôt
passer à la biométrie et aussitôt relâcher. Mais bon, on avait quand même besoin, en fonction des arrivées de pêche, d'une unité de stabulation. Ce matin, Charlie a très bien redécrit la détermination du stade du riff, donc j'y reviens pas, merci Charlie. Donc après implantation chirurgicale, ce qui vous avait fait un peu bondir hier pendant le film, voilà, c'était ça qu'on faisait. Donc tout ça à la confluence entre le canal de fuite et le RCC de Donzère-Mondragon. En termes d'individus marqués, donc sur les 234 individus qu'on a pu marquer, les 70%, enfin un peu plus de 70% étaient des F3. On va dire qu'on a un peu, là encore, fait des petites dérives par rapport au stade de marquage. On a marqué quelques F2, donc 6 seulement. Et puis on a eu la chance d'avoir des F4 et des F5, 23 et 28, si mes souvenirs sont bons. Et puis on a eu aussi la chance, grâce aux individus venus du Sud, d'avoir 9 mâles dévalants. Donc en termes de relation taille-poids entre les individus, on s'aperçoit qu'entre les années, il n'y a pas trop de variabilité, ce qui fait que ça diminue. Au moins ça, ce biais-là, on ne l'a pas. C'est peut-être le seul qu'on n'a pas. Donc avec des individus qui normalement devaient faire tous plus que 600 grammes pour le marquage, vous voyez que là encore, on a joué avec 2,4-2,5% du poids pour certaines marques. Mais bon, globalement, on a respecté la règle. Et en gros, c'est ce que disait un peu Eric juste avant, donc des individus autour de 650-700 mm pour les plus petits jusqu'à presque le mètre pour les plus grands. Mais vous voyez que la majorité se situe entre 600 et 750 mm. En termes de détection, donc là on les a marqués, on a attendu qu'elles dévalent, et on a eu 24 donc, détections la première année, 32 la deuxième année, dont 5 individus marqués en 2018, et 17 la dernière année, dont 3 marqués en 2019. Ce qui fait un total de 73 individus sur les 234 marqués sur les 3 ans, qui, d'un point de vue spatial, se répartissent comme ça. Et donc là, c'est la réponse directe à la question qui m'était posée par Marc en 2012. Par où elle passe? À 80%, quand les individus dévalent, les individus passent par le barrage d'usine. On reviendra après pour savoir où elle passe à travers le barrage d'usine. Donc pas par l'écluse. On a eu 0 détection sur l'écluse, sauf une. Bon, je vous passe les détails, mais en fait, c'est une anguille qui a pris l'écluse, mais pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens, pour remonter, pour pouvoir repasser après par le RCC. Bon. Mais grosso modo, donc en fait, la majorité, donc 80%, quelle que soit l'année, passe par le barrage d'usine, 20% passe par le rond court-circuité. Ensuite, sur ces individus-là, on a une vingtaine de pourcents qui arrivent en Arles. Donc il y en a 80% qui s'arrêtent en cours de route. Alors ce 20%, je dis 20%, mais on ne sait pas trop exactement le vrai chiffre, parce qu'en fait, le 13 là, il correspond à une large sous-estimation du nombre d'individus, parce que la ville d'Arles a coupé le courant juste au moment où les individus dévalaient la première année. Donc se mettre sur le courant, ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc là, on a une sous-estimation certaine des effectifs. Les 2 autres années, c'était beaucoup mieux. Donc vous voyez, on est à 25-29. Bon, pour être conservateur, je dis plutôt 20%, mais ça pourrait être 25% comme un peu plus. Bon, en tout cas, il y en a entre 20 et 25% qui dévalent jusqu'en Arles, et 80% qui se perdent entre ici et Arles. Pas qui se perdent, qui s'arrêtent. En termes temporels, sur les résultats de cette dévalaison, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on a un très très fort effet marquage. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de les prendre, de les marquer, même si elles sont locales, etc., ça entraîne une dévalaison forcée pour les individus, en dehors de tout événement environnemental qui pourrait générer cette dévalaison. Et alors, on ne sait jamais à quel nombre de jours il faut s'arrêter pour évaluer le nombre d'individus qui ont dévalé, mais je vous ai mis 2 exemples, à 24 heures et à 10 jours. À 24 heures, après le marquage, on a déjà 10 individus qui sont partis. Donc là, c'est clairement le marquage. À 10 jours, la plupart du temps, c'est lié au marquage aussi, mais comme on a fait 2 journées de marquage en novembre, ça peut être confondu avec des variables environnementales. Mais bon, grosso modo, on a une vingtaine d'individus qui ont dévalé en dessous, donc sur 73, toujours, en dessous des 10 jours après le marquage. Si on essaye d'évaluer le temps que ça prend à une anguille à partir du moment où elle est marquée pour dévaler, donc pour arriver sur l'aménagement de Caderousse, en fait, il n'y a pas vraiment de réponse extrêmement variable d'un individu à l'autre. Vous voyez qu'on est en heures ou en centaines de jours. Donc en fait, l'écart, il est énorme. J'ai essayé de faire une médiane pour voir ce que ça donnait, mais bon, donc ça, 50% des individus ont dévalé 27 jours, 62, etc. après le marquage. Donc une trentaine de jours, en gros, pour arriver à l'aménagement, et une soixantaine pour arriver en Arles, pour les 16 qui ont pu y arriver. Voilà, donc ça, on peut estimer qu'à ce moment-là, c'est un peu indépendant du marquage. Donc sur ces individus-là, ça peut valoir le coup de regarder vraiment les facteurs environnementaux.
Et après, en termes de vitesse de déplacement pendant cette dévalaison, j'ai estimé les durées entre chaque porte de détection, donc du déversoir, c'est-à-dire du mur de l'usine jusqu'à l'aval-usine, donc sur 3 km. Ensuite, les aval-usine ou aval aérone court-circuité et le PK220, donc aval-restitution, ça fait 2 km à chaque fois. Et puis entre le PK220 et Arles, ça fait 68 km. Donc là, je vous ai mis les temps pour parcourir ces distances-là. Là encore, une énorme variabilité. Là, on est en minutes, là, on est en heures, et puis là, on est en jours. Donc là encore, c'est extrêmement variable d'un individu à l'autre. En médiane, c'est assez intéressant. Je vous ai mis ici le temps qu'il faudrait à 1 mètre seconde. Donc en gros, 1 mètre seconde, c'est d'un point de vue hydraulique, je vais me faire taper dessus par les hydrauliciens, mais en gros, le fleuve, il coule à 1 mètre seconde en surface, voilà, on va dire ça comme ça. Donc si on met une particule inerte dans l'eau, elle se déplacerait en 55 minutes sur ces 3 km, en 33 minutes sur ces 2 km, etc. Et on s'aperçoit que la médiane, elle est très proche de ce 1 mètre seconde. Donc on peut dire qu'à ce niveau-là, au niveau de l'aménagement, les individus nagent pratiquement à la vitesse de l'eau. Par contre, on s'aperçoit que pour Arles, on est à peu près au double de ce qui est nécessaire à 1 mètre seconde pour y aller. Et là, bon, évidemment, il y a tout un tas d'effets. Il y a les effets retard, notamment aux 2 autres retenues qui sont à passer, etc. Mais bon, là, je parle sur la médiane. Imaginez-vous qu'il y a quand même une grosse variabilité. Voilà ce qu'on peut dire après d'un point de vue physique, donc passage principalement par l'usine, et d'un point de vue temporel, il faut quand même du temps à ces anguilles pour dévaler. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'à partir pour les anguilles qui sont arrivées en Arles, si on regarde leur cinétique de dévalaison, elles ne s'arrêtent pas. Elles mettent assez peu de temps globalement pour aller jusqu'en Arles, ce qui fait que quand elles décident de dévaler depuis l'amont de Caderousse, elles traversent l'aménagement et elles filent en Arles sans trop s'arrêter. Sachant qu'il y en a quand même 80% qui, elles, décident de s'arrêter entre les deux. Donc pour replacer ça dans une dynamique un peu plus environnementale, on a donc les 2 périodes de marquage. Là, j'ai pris l'exemple de la première année de suivi. Le marquage donc août septembre et le marquage novembre. On a replacé les dévalaisons ici donc à travers l'usine avec des ronds et puis avec des carrés à travers le rond de court-circuité sur une chronique de débit ici en rouge. Alors attention, l'échelle elle est log, et une chronique de température de l'eau ici en vert, pas en log. Donc là, ici, vous avez l'illustration de ce que j'appelais tout à l'heure l'effet marquage, c'est-à-dire qu'en fait, fin août, début septembre, jusque-là, il n'y a pas eu de crue, rien, et puis finalement, on a quand même des individus qui ont dévalé juste après le marquage, donc ça, c'est un effet marquage. On ne peut pas utiliser ces individus pour évaluer les déclencheurs environnementaux de la dévalaison. Et ici, on a, pour les individus de novembre, on a un mélange des deux, mais par exemple, ceux-ci, là, qui ont dévalé avant le deuxième marquage, là, c'est purement lié, sans doute, à cette augmentation de débit, donc là, les travaux de Niels vont bien servir pour essayer de voir si, sur le Rhône, on a quand même une synchronisation entre cet effet débit et la dévalaison. On verra ça plus tard. Pour les mobiles, donc je ne vais pas détailler vraiment les résultats des mobiles, mais en fait, on en a fait pas mal quand même, et notamment dans les 2 dernières années, on a fait des mobiles de jour et de nuit, avec l'hypothèse que la nuit, les individus étant peut-être plus actifs, on en contacterait plus. C'est pas vrai. Ça nous a fait passer des nuits, c'était sympa. Et puis, on essayait aussi donc de voir à travers ces mobiles des cartographies de dispersion des individus post-marquage. Et on s'aperçoit que la majorité, et ça, ce qui est rigolo, c'est que Charlie montrait que sur la Cagne, une toute petite rivière, c'est exactement le même processus. Les individus, on les marque, on les pose, et ils ne bougent plus. Voilà. Quand on connaît l'habitat qui est ici, c'est assez surprenant. Il y a un énorme enrochement, mais ils sont tous dedans. Et on voit quand même, donc là on peut se poser des questions sur le devenir de ces individus, parce qu'ils ne bougent pas, morts, pas morts, ça on ne saura jamais. Par contre, ceux qui se déplacent soit vers l'amont de VRCC, soit vers l'amont du canal de fuite, soit vraiment à l'aval, on peut se dire que possiblement cela, en faisant des cartes à chaque mobile, si on voit le poisson qui bouge de 100 mètres vers l'amont, 500 mètres vers l'amont, qui redescend, etc., là au moins on est sûr qu'il est vivant. Donc c'est à ça que ça va servir ce genre de cartographie et évaluer un peu les déplacements post-marquage des individus. Ça sert également sur l'aval à détecter, à essayer de chercher les individus qui auraient passé l'usine, que ce soit par l'usine ou par le RCC, et qui ne sont jamais arrivés au PK220 ou qui ont disparu après le PK220. Là aussi, les résultats ont été assez décevants de ce point de vue-là. C'est qu'il y en a beaucoup qui sont censés être restés là, mais on n'en a jamais détecté plus que 2. Donc c'est assez décevant de ce point de vue-là, mais bon, voilà. Donc en termes de discussion, c'est rigolo parce que finalement, ça ressemble à la synthèse de Charlie. Bon, moi, c'est un peu plus simple quand même, ça ira plus vite. Donc, pour rappel, donc 234 individus marqués, c'était 300 en fait notre objectif au départ. Donc, on a une trentaine de pourcents d'individus sur ces 234 qui dévalent, tout individu confondu. On en a contacté 40 grâce au suivi mobile, et puis qui n'ont pas dévalé. Et puis, on en a 30% qui sont dans la nature et on ne sait pas ni où ils sont, ni ce qu'ils ont fait. Donc, sur ces individus qui dévalent, on en a 80% qui passent
par l'usine, 20% qui passent par le RCC, et sur l'ensemble de ces individus, on en a une vingtaine de pourcents, on va dire ça pour être tranquille, qui arrivent en Arles. Le déclenchement de la dévalaison, si on essaye de regarder sur les graphiques que je vous ai montrés précédemment, sans toute la précision du modèle de Niels, par exemple, bah évidemment, on arrive sur le débit aussi. Ça a l'air assez évident que le débit joue un rôle assez fort sur le Rhône. Moi, j'avais mis un x4, mais bon, c'était un peu pour l'instant pifométrique. On va préciser ça avec une analyse plus précise, plus quantitative. La durée du jour, c'est un peu évident parce que c'est en novembre-décembre qu'elle dévale la plupart du temps, donc c'est les jours les plus courts. Le stade du Rif a une importance, évidemment. On a une majorité de F3 en amont qui était sur le site, qu'on a marqué. Et en fait, plus elles sont matures, donc 4 ou 5, F4, la proportion de F4 ou F5, même si on en a marqué moins, en termes de proportion, elles dévalent plus que les F3. Donc c'est intéressant de marquer des anguilles qui sont le plus matures possible. Et puis évidemment un fort effet marquage, j'y reviens, mais c'est quand même ça qui fait déclencher pratiquement la moitié des dévalaisons avant le débit. Et puis la phase lunaire, donc c'est intéressant que Niels l'ait mis aussi dans son modèle, parce que moi j'ai regardé il n'y a pas longtemps les phases lunaires, les déclenchements de phases lunaires, et en fait, enfin, le déclenchement de la dévalaison par rapport aux phases lunaires, et il y a 22 individus, donc sur les 73, qui ont dévalé finalement autour de la nouvelle lune, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire un moment où il n'y a pas de lune normalement dans le ciel, et donc où c'est possiblement la période la plus sombre sur le cycle lunaire au complet. Donc on mettra tout ça dans un outil statistique un peu plus robuste, et je vous reviendrai un jour avec des résultats plus précis. La dévalaison intervient principalement la nuit, mais pas que, hein, et il y a 30% quand même qui se passent de jour. Il y en a aussi quelques-unes qui ont dévalé en mai, juin. Bon, ça, c'est des individus isolés, mais bon, voilà, c'est un peu, ça peut arriver, hein, et le jour aussi, ça peut arriver. Et puis, ce qui est intéressant en termes de dynamique, c'est que sur les anguilles qui dévalent jusqu'en Arles, qu'on a capturées en détection en Arles, à ce moment-là, il y en a 75% de ces individus qui ont mis moins de 2 jours pour dévaler. Donc là, ça veut dire que si l'anguille ne s'arrête pas en cours de route, donc ça c'est un grossi, hein, c'est quand même 80%, eh bien elle nage, enfin elle se déplace en tout cas jusqu'à la mer sans trop s'arrêter, y compris si elle rencontre 2 aménagements supplémentaires. Donc ça c'est assez rassurant, mais ça concerne 20 à 25% de poissons. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que finalement sur les individus qui sont passés par l'usine ou qui sont passés par le RCC, on en a une proportion assez équivalente qui arrive en Arles, donc le passage à travers l'aménagement n'a pas l'air d'avoir d'effet sur le fait d'arriver en Arles. On aurait pu attendre qu'un passage par usine et peut-être turbine soit plus pénalisant pour arriver plus loin, mais bon, a priori non. Par contre, ce qui est vraiment intéressant sur ce résultat, c'est qu'on en a 15 à 20% qui s'arrêtent avant même le PK, enfin l'apport de détection de la restitution. Donc ils ont passé l'aménagement, mais après ils s'arrêtent. Que ce soit par l'usine, donc possiblement un effet turbine, mais que par le RCC, en proportion, c'est pareil. Donc il y a le fait de passer un aménagement qui visiblement leur crée génère un comportement d'arrêt ou pire, on ne sait pas, on ne peut pas savoir plus. Hein. Pour l'instant, j'ai juste les chiffres, mais on ne pourra jamais savoir, hein. On ne peut pas aller les interviewer. Donc il y a un arrêt des individus, y compris très tôt après le passage de l'aménagement. En termes de discussion, j'ai voulu revenir sur notre idée géniale de départ qui était de dire on va pêcher en été, puis on va prendre les individus localement, et puis ça va être génial. Est-ce que c'est si génial que ça ? Je pense pour l'originalité de la manip, oui. Pour les résultats, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a mélangé au milieu des individus pêchés un peu différemment, donc avec les verveux de M. Fontaine, par exemple, ou même je vous ai parlé tout à l'heure d'une vingtaine d'individus qui étaient montés du sud et qu'on a marqués et remis à l'eau en novembre. C'est intéressant ces individus parce qu'on se rend compte que les proportions... Alors, ces individus marqués en novembre, eux, ils étaient transloqués du sud. Donc, dès qu'on les a remis à l'eau, la première chose, 6 d'entre eux sur 20, donc un tiers, hein, elles sont reparties instantanément. Dans les moins de 24 heures, elles étaient déjà parties. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est qu'elles ont respecté, entre guillemets, le 80% par l'usine et 20% par le RCC. Donc ça c'est assez rigolo. Par contre, il n'y en a aucune qui est arrivée en Arles. 80% par l'usine et 20% par le RCC. Ouais, c'était pour voir si tu suivais. Et donc, bon, elles ne sont jamais arrivées en Arles. Par contre, donc, celles qui sont pêchées localement, on va appeler ça comme ça, eh bien, elles, il y en a donc 16 qui sont arrivées jusqu'en Arles. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il valait mieux prendre des individus transloqués plus âgés, donc plus matures, pour être sûr qu'elles dévalent, et comme ça, on avait plus d'individus pendant la dévalaison à travers l'aménagement, ou faire comme on a fait, des individus vraiment locaux à qui on laisse la liberté de dévaler ou pas. La question reste ouverte en termes de pertinence.
Après, il vaut mieux pas s'aventurer sur l'aspect financier, parce que là, on a une réponse toute faite. Et c'est pour ça, je pense que dans la littérature, la plupart du temps, les individus sont souvent transloqués, ou en tout cas pris à minima sur la rivière, mais pendant déjà une phase de dévalaison, c'est-à-dire qu'ils sont en train de dévaler, on les marque et ils continuent leur dévalaison. Donc voilà. Alors, il y a possiblement un biais enfin un biais. Il y a une question à laquelle on n'a pas pu, on se doutait qu'on aurait à y répondre, mais on ne peut pas y répondre. Désolé. Donc c'est la présence de ce petit déversoir-là. Ça ne paye pas de mine, ça, mais ça peut entonner jusqu'à 95 mètres cubes en surface, donc c'est en surface, hein, sur le mur usine, sur le mur du barrage usine. Et c'est ouvert à la demande par l'exploitant du barrage, pour tout un tas de raisons, des grillages ou maintien des niveaux. Et le problème, c'est qu'on n'est pas capable de savoir, quand une anguille est dite ayant passé à travers l'usine, on ne sait pas si elle est passée à travers les turbines ou par le déversoir. Donc, on a récupéré les chroniques d'ouverture du déversoir. Pour la première année, ça ne pose pas de problème. Il y a un seul individu sur les 20 qui sont passés par l'usine qui est concerné. Donc, même si elle est passée par le déversoir, ce n'est pas grave. Par contre, pour la deuxième année, c'est 20 sur 25 qui sont passés à travers l'usine pendant que le déversoir était ouvert. Donc là, il faudrait regarder avec des experts pour savoir si la plupart du temps, les anguilles nagent en surface ou plutôt en mi-colonne d'eau ou plutôt sur le fond. Bon, là, il y a pas mal d'études qui sont faites dans la littérature sur le comportement, avec de la télémétrie, sur le comportement de l'anguille au droit d'un aménagement. On verra avec ça si on peut admettre qu'il y a peu de chances qu'elle soit passée par là ou pas, mais ça, c'est encore à creuser. Mais ça sera que théorique, puisqu'on n'a pas les moyens de savoir vraiment si elles sont passées par là ou pas. Pour la troisième année, j'ai eu les chroniques récemment du déversoir, je ne peux pas vous dire pour la troisième année. Donc ça, c'est un biais inhérent à la méthode. Les suivis mobiles, donc je vous ai déjà dit, ils nous ont apporté pas mal d'informations sur la satisfaction de voir quand même qu'un grand nombre d'individus bougeaient encore après le marquage, et c'est toujours rassurant pour des gens qui marquent des poissons, de voir comment ils se répartissaient autour de la zone de marquage. Ça nous a aussi confirmé qu'elles n'étaient pas plus actives le jour que la nuit, en tout cas celles qu'on a marquées et qu'on a relâchées là-bas. Et là, à l'heure actuelle, au printemps 2021, on était censé, d'après la durée de vie des batteries, d'après le constructeur, on était censé avoir une quarantaine d'individus encore en place dans le Rhône. Et puis, dans nos derniers mobiles, on en a contacté 36. Bon, voilà, on a encore une quarantaine d'individus marqués sur place. Donc, en fait, on a décidé de continuer à laisser tourner le matériel pendant encore un hiver pour voir si ces individus vont dévaler. Et on avait même prévu d'en remarquer un certain nombre là cet automne. Bon, on va faire ça un peu plus tard que prévu, mais bon, on va essayer quand même de terminer le travail avec ça. Et puis un bilan pour finir en termes de matériel. Le choix du matériel était un bon choix pour certaines choses. C'est un matériel, donc le matériel HTI pour pas faire de pub. Je peux en faire, maintenant il ne s'appelle plus HTI, donc ça va. C'est quand même très performant en termes de détection. On est très satisfait de la qualité de la détection, de la distance de détection. Les portes, elles sont quasiment, avec tous les tests qu'on a fait de détection, on est quasiment certain de ne pas louper un poisson, enfin une marque qui passe. Par contre, c'est un matériel extrêmement fragile. Alors, j'ai mis collision aussi, mais bon, nous, elle passe une par une, donc on n'a pas de problème de collision. Mais au cas où, il n'y avait pas de problème de collision. Mais par contre, c'est un matériel extrêmement fragile. Pour plein de raisons, l'enregistreur est très fragile en lui-même. Par exemple, pour variation d'électricité, en Arles, on a eu sans arrêt des variations électriques, donc il claquait à chaque fois. Les orages, il y a une foudre qui tombe à moins de 200 mètres, ça nous grille un hydrophone. Enfin bon, et tout un tas de choses. Donc sur 3 ans sur le Rhône à 3 heures de route, je vous dis que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et puis évidemment, comme il y a un câble entre l'hydrophone et le logger, évidemment un câble ça attire l'attention pour des gens bien intentionnés avec des pinces coupantes ou des castors avec des belles dents. Quand il y a des gens qui viennent draguer, on ne sait pas ce que ça peut faire. Voilà. Bref, il y a un travail d'entretien du système qui est assez lourd de ce matos. Et donc, on espère beaucoup donc, du nouveau bébé du couple HTI-Vemco, qui en fait maintenant vont faire des hydrophones de type Vemco, mais avec la technologie HTI à l'intérieur. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ils sont complètement autonomes, il n'y a plus de câble, plus de logger, plus rien. Donc ça devrait être plus simple maintenant. Donc il me reste à vous remercier pour votre attention, remercier MRM pour l'invitation, c'est très sympa. Et puis remercier tous les gens qui nous ont, Franck l'a déjà dit, mais je le redis, qui nous ont aidés sur les manips, sur l'organisation des manips, etc. Voilà, merci à tous.